Alors, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à ce qui ressemble souvent à un véritable casse-tête pour les ressources humaines dans la fonction publique. On va parler de la gestion des agents territoriaux qui ont aussi une casquette d'élu local. C'est un sujet absolument passionnant parce qu'il mélange le droit pur et dur, la fameuse continuité du service public et bien sûr la stratégie RH. Notre but ici, c'est de rendre tout ce cadre légal autour des absences complètement limpide. Et surtout, on va voir comment on peut transformer ce qui ressemble à première vue à une grosse contrainte administrative en un véritable atout. Pour que ce soit bien clair, on va suivre un plan très simple. D'abord, le double statut. Ensuite, la gestion des autorisations d'absence. Puis, on fera un focus sur le fameux plafond des 803 heures. Après ça, on abordera la question épineuse du choix de la rémunération et on terminera sur la meilleure façon de sécuriser sa stratégie RH. Première étape de notre analyse, le double statut. Mais de quoi parle-t-on exactement? En fait, on parle de l'identité duale de l'agent public, qui est donc également un élu. Et le Code général des collectivités territoriales est super précis là-dessus. Que l'agent siège dans un conseil municipal, départemental, régional, ou même dans une métropole ou une communauté d'agglomération, la loi lui garantit des facilités pour exercer son mandat. Pour un service RH, la toute première étape, c'est vraiment d'identifier ses mandats de façon formelle. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la base légale incontournable de toutes les demandes d'absence qui vont suivre. Et justement, passons à notre deuxième point, la gestion de ces fameuses autorisations d'absence. Concrètement, comment on gère ces départs réguliers sur le terrain? Il faut d'abord revenir à la définition stricte des ASA, les autorisations d'absence. C'est le temps requis et légalement accordé pour se rendre aux séances plénières, aux réunions de commission ou pour faire des représentations extérieures officielles. Toute la mécanique repose sur un équilibre hyper délicat. D'un côté, on a le devoir civique de l'élu, et de l'autre, la nécessité absolue de maintenir le service public. Mais attention, la règle d'or pour que ce droit s'applique, c'est l'information préalable. L'agent a l'obligation stricte d'informer son employeur des dates et de la durée, et ce, dès qu'il en a connaissance. C'est vraiment la base de tout. Maintenant, que dit la justice si un employeur veut refuser une absence? Eh bien, la jurisprudence vient poser deux limites très claires. D'un côté, le Conseil d'État, dans une décision de 1982, a formellement interdit les refus de principe. Donc, impossible pour une administration de dire non systématiquement. Mais, et c'est une nuance cruciale apportée par la Cour de cassation en 2020, si la demande est faite de manière trop tardive et qu'elle désorganise le service, là, l'employeur est totalement en droit de refuser cette absence ponctuelle. Le but, c'est vraiment de protéger la continuité du service public avant tout. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie, le plafond des 803 heures. Même si les refus doivent rester exceptionnels, le droit à l'absence n'est pas open bar. Il y a un chiffre magique qu'il faut absolument retenir, 803,5, c'est la limite annuelle en heures fixée pour un agent qui travaille à temps complet. Au-delà, c'est la ligne rouge. Mais pourquoi 403 heures et 30 minutes très exactement? Ce n'est pas un chiffre sorti de nulle part, croyez-moi. En fait, cela correspond pile poil à la moitié de la durée légale annuelle de travail. C'est un vrai garde-fou pensé par le législateur pour éviter les abus. La logique est implacable. Si un agent consacre plus de la moitié de son temps de travail annuel à son mandat d'élu, il ne peut tout simplement plus assumer correctement ses missions premières de service public. C'est une protection indispensable. Alors, sur le plan opérationnel, comment on gère ça? Ça demande une rigueur sans faille. On parle ici de déployer des outils dédiés dans le système d'information RH ou au minimum de mettre en place des tableaux de suivi partagés avec des circuits de validation interne en béton. L'idée, c'est de tracer chaque heure pour anticiper le moindre dépassement. C'est le seul moyen de sécuriser la collectivité face à un éventuel litige et de s'assurer qu'aucun service n'est compromis. Et là, on arrive au point culminant de cette analyse. Pendant ces fameuses absences, est-ce que l'employeur public doit maintenir, oui ou non, la rémunération de l'agent? C'est notre quatrième point, le choix de la rémunération. Et c'est vraiment le débat le plus sensible dans les couloirs des directions des ressources humaines. C'est fascinant de voir comment une toute petite nuance sémantique dans la loi peut tout basculer. Regardons l'ancienne rédaction. Il était écrit « Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur ». Ça sonnait comme une interdiction pure et dure. Mais avec la nouvelle loi 2025-129 sur le statut de l'élu local, la phrase change. Il est désormais stipulé que l'employeur, je cite, « n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail ». Et ça, c'est un changement de paradigme total. On passe d'une prohibition stricte à une véritable marge de manœuvre stratégique. En clair, l'employeur n'est pas obligé de payer, mais il en a parfaitement le droit. D'ailleurs, pour la petite histoire, les textes administratifs eux-mêmes l'avouent à demi-mot. Plusieurs réponses ministérielles ont souligné que le maintien de la rémunération a toujours été une pratique constante historique dans la fonction publique territoriale. Une sorte de tolérance, en somme.
Donc, cette évolution législative ne vient pas créer une charge financière lourde venue de nulle part, elle vient juste sécuriser et légaliser cette vieille pratique en laissant officiellement le choix aux employeurs. Puisqu'on a cette liberté juridique désormais clarifiée, passons à notre 5e et dernier point. Comment sécuriser cette fameuse stratégie RH? Le plus grand danger ici, ce serait de continuer à faire du cas par cas. Imaginez un peu, on maintient le salaire de tel agent, mais pas de tel autre, juste au feeling ou au gré des demandes. C'est le meilleur moyen de générer des tensions monumentales et des risques de discrimination. La source documentaire est formelle. Ce choix doit absolument s'appuyer sur une doctrine interne formalisée. Que ce soit via une délibération officielle ou un règlement strict du temps de travail, il faut une règle claire, écrite et applicable à tout le monde. Pour construire cette doctrine inattaquable, on suit généralement 4 grandes étapes. Étape 1, définir les principes généraux. Assume-t-on le maintien de la paix? Étape 2, fixer le périmètre d'application. Exactement quel type de mandats électifs sont concernés. Étape 3, établir les modalités de gestion, comme la manière de déclarer et de valider les heures en interne. Et enfin, étape 4, anticiper les cas particuliers, par exemple un agent qui cumulerait plusieurs mandats ou qui ferait ses demandes en retard. Et très honnêtement, mettre ça sur papier, ce n'est pas juste de la bureaucratie supplémentaire, bien au contraire, les bénéfices sont énormes. D'abord, ça sécurise complètement le cadre juridique en cas de contrôle. Ensuite, ça garantit une vraie équité en interne et évite tout sentiment d'injustice. Ça gomme aussi les effets de seuil. Mais par-dessus tout, ça transforme une contrainte réglementaire perçue comme un peu aride en un outil super moderne qui valorise publiquement la marque employeur. Ce qui nous amène à une réflexion finale, est-ce qu'une collectivité est vraiment prête à transformer cette obligation en un puissant levier d'attractivité? Parce qu'au fond, gérer les absences des élus locaux, ce n'est plus juste un exercice de pointage. Avec le bon cadre, c'est une occasion en or de reconnaître l'engagement citoyen et de bâtir une culture RH qui soit à la fois responsable et attractive. C'est une réflexion stratégique de tout premier plan. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout, on espère que cela aura été éclairant et on se retrouve très vite pour creuser de nouveaux sujets passionnants